Il fut un temps où le beau était une évidence, où l'harmonie régissait le monde, et où l'art, serviteur docile, célébrait la majesté du divin et l'ordre intangible du réel. Mais soudain, une faille s'ouvre dans cette quiétude. L'ombre du sublime s'étend, vertigineuse, bousculant la douceur des formes. La beauté n'est plus seulement mesure et équilibre, elle devient frisson, vertige, tempête intérieure. L'artiste, autrefois artisan du vrai et du juste, ose désormais sonder l'abîme, capturer l'éphémère et donner à voir l'invisible. Ainsi naît le paradigme moderne. Enfant des canons classiques, il inaugure une triple évolution. D'abord celle du regard, où le beau n'est plus une essence mais une relation, un dialogue entre le sujet et l'objet. Ensuite celle du statut de l'art, qui s'affranchit d'une utilité pour revendiquer son autonomie. Enfin, celle du geste créateur, où l'artiste, maître de sa vision, cherche non plus à idéaliser le monde mais à en restituer l'émotion vive, fugace et insaisissable. De Kant aux éclats de lumière de l'impressionnisme, un même souffle traverse cette mutation. Celui d'un art qui ne cherche plus seulement à plaire ou à édifier, mais à exprimer et à vibrer. Bienvenue sur les flots mouvants de l'art moderne, bienvenue sur le navire. Le beau avant cela se manifestait dans l'ordre parfait d'un temple grec, dans la courbe équilibrée d'un marbre poli, dans la limpidité d'un ciel d'azur. Platon la concevait comme une idée pure, un éclat de vérité descendu dans le monde sensible. Aristote en traçait les contours à travers l'harmonie des proportions et la justesse des formes. Elle était avant tout une essence, un idéal absolu que l'art devait révéler plutôt qu'inventer. Mais déjà, des nuances plus sombres s'insinuaient. Les maîtres de la Renaissance avaient pressenti que la beauté pouvait contenir du trouble, ainsi que le montre le sourire énigmatique de la Joconde ou le clair-obscur dramatique du Caravage. Autant d'indices que l'esthétique ne se réduisait pas à l'ordre et à l'équilibre. Même le classicisme, en apparence rigoureux, n'ignorait pas la puissance expressive du désordre. Poussin, dans ses compositions tragiques, convoque le chaos sous le vernis de la mesure. Le baroque, chez Rubens, embrasse déjà les passions et le mouvement. Avec Kant, un basculement s'opère. Le beau n'est plus une qualité propre aux choses, mais une expérience. Dans la critique de la faculté de juger, il affirme que la beauté ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans le regard qui s'y pose, dans un jugement subjectif universalisable. Désormais, elle devient relation, dialogue entre l'œuvre et celui qui l'éprouve. Mais à l'horizon se dessine un frisson plus vaste encore, celui du sublime. Là où le beau caresse, le sublime bouleverse. Là où l'harmonie apaise, le vertige saisit. Edmund Burke, philosophe du XVIIIe siècle, dans sa recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, distingue deux émotions esthétiques. Le beau, doux et agréable, et le sublime, intense et terrifiant. Un gouffre couvert sur l'infini, une mer en furie, un orage grondant sur une plaine déserte. Ces visions grandioses provoquent une stupeur mêlée de fascination. Ce sentiment d'être à la fois écrasé et transporté. Alors il s'empare des artistes. Caspar David Friedrich peuple ses toiles de silhouettes minuscules, perdues dans l'immensité d'un paysage brumeux où la nature écrase l'homme autant qu'elle l'élève. Turner dissout les contours, noie les formes dans une lumière dévorante, transforme la tempête en chaos pictural. Pourtant, le regard n'est pas s'éloigné de celui des anciens maîtres. Déjà dans les ciels tourmentés de Titien, où les architectures vertigineuses de Piranèse effleuraient l'idée du sublime. Mais désormais, il devient un centre de gravité, une nouvelle manière d'appréhender l'art. Dès lors, le peintre ne cherche plus seulement à reproduire le monde visible, mais à traduire une intensité intérieure. Il ne s'agit plus d'idéaliser, mais de faire ressentir. Ce glissement annonce une autre évolution. Après avoir exploré l'immensité et la puissance du monde, l'art s'apprête à saisir l'instant fugitif, la vibration lumineuse et la perception immédiate. L'art pour les classiques est une voie majestueuse, inscrite dans l'ordre du monde. Il célèbre le sacré dans les fresques des cathédrales, magnifie le pouvoir au cœur des palais et transmet un savoir à travers les allégories. Bien plus qu'une simple quête de beauté, il est un langage porteur de sens et d'autorité. Cette alliance pourtant ne relève pas d'un asservissement. Poussin, Raphaël ou Rubens n'étaient pas de simples exécutants,
mais des maîtres du langage figuratif, capables de transcender la commande qui leur était faite pour en faire une œuvre personnelle et profonde. Ils façonnaient une vision du monde. Avec la modernité, un basculement s'effectue. Schiller affirme une nouvelle conception. L'art ne devait plus être au service d'une cause extérieure, qu'elle soit religieuse, politique ou morale. Et Kant défendit l'idée d'un plaisir désintéressé, affranchi de toute fonction ou utilité. Désormais, l'œuvre devait être ressentie plutôt que servir à édifier. Cette rupture ne balayait pas pour autant l'héritage classique. Le désintéressement kantien ne niait ni la forme ni le sens, il en réinterprétait simplement la finalité. De cette évolution naquit une revendication plus radicale encore, l'art pour l'art. Popularisée par Théophile Gautier, l'expression proclamait l'autonomie absolue de l'œuvre, affranchie de tout critère extérieur. Baudelaire prolongea cette vision en rejetant l'académisme moralisateur. Pour lui, l'artiste n'était plus un pédagogue, un serviteur, mais un alchimiste du beau, un explorateur du sensible, gardant pourtant le plaire et le toucher de la doctrine classique. Mais cette quête d'absolu, en émancipant l'art de ses attaches traditionnelles, le confronta à un vertige inédit. Si l'œuvre ne répond plus à une mission extérieure, quel est alors son rôle ? En se détachant des cadres narratifs et symboliques anciens, ne risque-t-elle pas de se replier sur elle-même, de ne plus être accessible qu'à une élite ? L'art classique, même lorsqu'il servait le pouvoir, parlait une langue immédiatement intelligible. L'art moderne, en revendiquant sa liberté, s'exposa au risque de l'incompréhension. Cette aspiration à l'autonomie portait en elle une tension. En se libérant de toute mission, l'art courait-il le risque de ne plus parler qu'à lui-même ? Si les impressionnistes captent encore le visible, bientôt viendront les abstraits, les cubistes, les conceptuels, poussant cette logique toujours plus loin. Le fil reliant l'œuvre et le spectateur se tendra encore, menaçant de se rompre. Avec le romantisme, une nouvelle approche surgit, non en rupture mais en tension avec son héritage. Le monde n'est plus magnifiquement figé dans une perfection intemporelle, il bouge, tourmenté et incertain. Delacroix éclabousse ses toiles de fulgurance et de fièvre, Turner dissout le paysage dans une tempête de lumière et de brume. L'artiste n'est plus un simple témoin du réel, il devient un visionnaire, démiurge, projetant sur la toile non plus une vérité objective mais une vérité ressentie. Ce n'est pourtant pas une révolution ex nihilo. Les maîtres flamands jouaient déjà avec la lumière et le naturel, comme Velázquez qui capturait l'instant dans ses portraits vibrants de présence. Ce que les impressionnistes portent à son paroxysme, c'est l'idée que l'art ne doit plus reconstruire intellectuellement, mais immerger dans le sensible. Et pourtant, même dans cette exaltation, le dialogue avec le passé demeure. Le Caravage peignait déjà des visages fiévreux. Rembrandt sculptait la lumière pour en faire surgir les âmes. Mais ici, quelque chose bascule. L'émotion n'est plus seulement un moyen, elle devient une fin en soi. Surgit donc l'impressionnisme, marquant un changement subtil mais décisif. Il ne s'agit plus d'exprimer une intériorité passionnée, mais de capter l'instant, la perception fugace et le moment suspendu. Regarder un tableau impressionniste, c'est plisser les yeux sous le soleil d'été, c'est sentir l'air vibrer sur une toile baignée de lumière. Monet, Renoir, Sisley ne cherchent plus la ligne parfaite ni le contour net, mais la sensation brute, immédiate, celle qui précède l'analyse. Un reflet sur l'eau, un sourire furtif, une ombre glissant sur un mur. Autant de fragments saisis avant qu'ils ne s'évanouissent. Là où l'art classique ordonnait le monde, l'impressionnisme cultive le hasard, l'imperfection et la dissolution du trait. Ce glissement, presque imperceptible d'abord, ouvre pourtant une brèche profonde. S'il fragilise la ligne et la forme, Cézanne amorce la déconstruction de la perspective. Van Gogh fait vibrer les couleurs jusqu'au vertige, Gauguin peint non plus ce qu'il voit, mais ce qu'il ressent. Ainsi l'art ne se contente plus d'imiter, de représenter ou d'idéaliser. Il devient expérience. Pourtant, loin d'une rupture brutale, ce mouvement s'inscrit dans une continuité. Là où l'académisme dénonçait une fracture, les modernes voyaient une évolution, une quête toujours plus affinée du sensible, un désir d'explorer ce que signifie réellement voir. Aujourd'hui, l'art contemporain a hérité de cette quête de liberté, mais il en porte encore plus le vertige.
Où se situe la frontière entre l'œuvre et l'objet ordinaire, entre l'expression et le simple geste? Quand Duchamp fait d'un urinoir une sculpture, quand l'art conceptuel tend à se délaisser du visible, sommes-nous encore dans le prolongement de la modernité ou assistons-nous à sa dissolution? L'art, en s'affranchissant des cadres traditionnels, a élargi son champ d'expérimentation. Mais à quel prix? En brouillant les repères, en repoussant sans cesse les limites du sensible et du sens, ne risque-t-il pas de se perdre lui-même? Autrefois, il portait des résonances communes. L'art classique véhiculait un sens partagé et une vision collective du monde. L'art moderne, lui, revendiquait une subjectivité offerte au regard de tous, une sincérité brute qui, bien que novatrice, restait accessible. Mais aujourd'hui, l'art contemporain ne se replie-t-il pas sur lui-même? À force de vouloir déconstruire, interroger, provoquer, ne finit-il pas par devenir un dialogue hermétique, réservé à quelques initiés? Lorsque la démarche prend le pas sur l'émotion, lorsque le concept l'emporte sur la présence, que reste-t-il à celui qui regarde, sinon un sentiment d'exclusion? Finalement, chers amis, peut-être que la voie vers un art à nouveau porteur de sens réside-t-elle dans un retour du beau, ce beau tant manqué, relégué au rang de naïveté ou de concession académique. Car s'il est un point où on peut oser s'avancer, quitte à braver la controverse, c'est celui-ci. L'art est beau ou n'est pas, ne serait-ce que dans son simple procédé démiurgique. Non pas un beau figé, mais vibrant, capable d'émouvoir, de toucher et d'élever. Un art qui, plutôt que de se retrancher dans l'abstraction du concept, réapprend à parler au cœur et au sens.